Bonjour et bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Premier numéro de cette année 2025 pour se mettre à jour sur les grands enjeux du moment, sur les marchés financiers, partant des tendances de 2024. Quelles sont les tendances qui vont pouvoir perdurer au cours de l'année 2025 ? Quelles sont les tendances qui pourraient être altérées ? Est-ce que des rattrapages sont possibles sur des marchés qui ont été particulièrement fracturés entre les États-Unis et le reste du monde au cours de l'année 2024, les enjeux 2025 pour les marchés, les investisseurs, les économistes. Nous en parlerons largement avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Sur le plan macroéconomique, le plan des marchés, on a déjà bien en tête que si 2024 a été une année très politique, avec 40% de la population mondiale qui était appelée aux urnes, 2025 restera sans doute une année également très politique. On le voit d'ailleurs avec l'exemple de la séance du jour qu'on pourra décrypter avec nos invités dans un instant. De manière plus pragmatique, l'agenda de cette semaine, une semaine un peu particulière puisque les marchés américains seront fermés ce jeudi. Ce sera le jour des funérailles de Jimmy Carter, décédé ces derniers jours à l'âge de 100 ans. Wall Street restera donc fermé ce jeudi aux États-Unis, mais nous aurons quand même des chiffres importants, à commencer par les données d'inflation en zone euro. Les données sont sorties pour l'Allemagne en début d'après-midi et montrent une légère surprise à la hausse sur l'inflation allemande pour le mois de décembre. Et puis, c'est surtout la grande semaine de l'emploi américain, une variable qui est suivie de très près désormais par la Réserve fédérale américaine. Les chiffres de l'emploi émailleront donc cette semaine jusqu'à la publication du grand rapport sur l'emploi qui sera publié ce vendredi. Voilà donc pour les infos du jour, l'ambiance du moment pour commencer cette année avec des marchés en Europe qui bondissent de plus de 2%. On vous explique pourquoi dans un instant. Et puis comme chaque lundi, nous retrouvons notre correspondant américain dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Et c'est Pierre-Yves Dugas, bien sûr, qui sera avec nous pour évoquer l'approche de la mandature de Donald Trump. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Hervé Gouletker est avec nous, Senior Economic Advisor d'Accuracy. Bonsoir Hervé. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver en ce début d'année 2025. Ravi de retrouver Thierry Guil également. Bonsoir Thierry. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le président de Raymond James France et Adrien Dumas à nos côtés, directeur des investissements de Mandarin Gestion. Bonsoir Adrien. Bonsoir Grégoire. Merci à vous trois d'être là, messieurs. Adrien, effectivement, cette séance du jour est une forme de répétition peut-être avant ce qui nous attend tout au long de la mandature de Donald Trump qui commence dans 15 jours maintenant. Oui, alors à plusieurs égards. D'abord parce qu'on a eu des bons chiffres ce matin dans l'industrie de l'intelligence artificielle en Asie avec Honai, donc la maison mère de Foxconn, qui a publié des très bons chiffres avec une réaccélération de la demande. On avait eu aussi des bonnes nouvelles du côté des data centers, puisque Microsoft a annoncé des investissements importants en Asie sur ce sujet. Donc cette thématique qui continue de porter les marchés. Et effectivement, dans la journée, le Washington Post qui sort une information sur le fait que les barrières douanières américaines seraient peut-être beaucoup plus ciblées que prévu, avec comme objectif de cibler des industries un peu critiques, c'est le mot je crois qui est utilisé dans le journal, et puis un démenti 2 heures après sur X, Donald Trump considérant qu'il n'y avait pas de matière à discuter pour l'instant son programme. Aucune idée Exactement. d'altérer le programme tarifaire douanier de Exactement. de Trump. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction des marchés, effectivement, avec un marché européen qui a très fortement rebondi sur cette news du Washington Post, qui montre le positionnement des investisseurs, qui est très très prudent sur l'Europe et qui attend effectivement d'y voir beaucoup plus clair sur les intentions de douaniers ou commerciaux de Donald Trump vis-à-vis de l'Europe. Un euro qui a aussi fortement rebondi, qui a aussi, je pense, traduit très bien le positionnement. Et de manière générale, une question sur l'investiture de Donald Trump et donc les premiers éléments qui en sortiront dès le 20 janvier. Ça nous en dit beaucoup sur la sensibilité que le marché va avoir sur cette question des tarifs douaniers. On avait déjà eu une forme de répétition. Alors, au tout début, juste après la victoire de Donald Trump, il avait évoqué la possibilité de 25% de tarifs douaniers sur les importations en provenance du Canada et du Mexique. On avait vu le peso, on avait vu le dollar canadien qui réagissait déjà fortement à l'époque. Oui, tout à fait. On est tout à fait dans ce cadre-là. Et est-ce qu'on va avoir des réponses le 20 janvier ? Ça semble compliqué à affirmer. Il est évident que ça sera détaillé certainement dans le temps. Mais on sent vraiment que c'est un sujet de positionnement marché avec un gros effet d'entonnoir maintenant depuis 4 mois avec des flux très très positifs sur les actions américaines qui ont continué à caracoler, à surperformer nettement tous les autres marchés internationaux. Et surtout les autres marchés, en fait, on n'attend plus grand-chose. Et effectivement, la moindre bonne nouvelle, en fait, est un facteur important, à mon avis, de rebond potentiel. C'est ça qu'il faudra, juguler tout au long de l'année pour essayer de générer la performance de manière régulière. Hervé, on en a déjà discuté 1000 fois, mais
qu'est-ce que vous retenez? L'information du Washington Post selon laquelle Donald Trump pourrait se... Pardonnez-moi. Pourrait se montrer pragmatique, ou est-ce qu'il faut voir un Trump jusqu'au boutiste sur la partie douanière notamment? Je pense qu'il faut prendre les deux jambes de l'information, parce que on va avoir sans doute une gestion de la politique économique qui va tirer à U et à dia. Il suffit de regarder le personnel en place. En fait, à la gestion de l'économie, on a des gens soit raisonnables, soit conservateurs. Par contre, à la tête du cabinet américain, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint, on a de vrais Trumpistes. Et donc, en fait, on voit bien les propositions qui vont émaner du secrétaire au Trésor, assurément, du secrétaire au commerce, vraisemblablement, mais les arbitrages qui vont être pris au niveau du secrétariat général, du Premier ministre, si on voulait traduire cela en termes français, on n'en s'effichtre rien. Et au final, on doit mettre la personnalité de Donald Trump là-dessus. Donald Trump, eh bien, un jour, il dit blanc, un jour, il dit noir. Donc, en fait, on ne sait pas. Il est facile d'avoir une analyse très raisonnable. Qu'est-ce que les Américains doivent faire en se disant qu'ils ne sont pas contents de leur déficit extérieur? Et donc là, on dit il y aura des menaces, et puis après, il y aura des discussions. Et finalement, tout ça va rester dans des proportions acceptables. Mais en fait, il ne faut pas raisonner comme cela. Et je pense qu'on est face à de l'incertitude. Si vous regardez le classique indicateur, l'incertitude mondiale de politique économique, il est à son plus haut. Presque à son plus haut. Le seul plus haut que l'on ait connu par rapport à aujourd'hui, c'est la Covid. Et on ne savait pas du tout, en termes économiques, où on allait. Eh bien, on est un peu en dessous de ça, mais plus haut qu'au déclenchement de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc, l'incertitude, elle est là. Les réactions de marché, on va avoir de la volatilité, ça je crois qu'il faut se préparer et gérer cette volatilité ne va pas être simple pour mes amis ici présents, mais en fait sinon l'incertitude va durer et donc choisir une ligne va juste pas être simple parce que la capacité à être démentie peut venir très vite, on le voit aujourd'hui. Est-ce qu'il faut imaginer des négociations très très rapides avec Donald Trump ? On voit déjà que la pression qui a été mise sur le Canada est en train de faire exploser peut-être Justin Trudeau, qui est peut-être sur le point d'annoncer son départ ou sa mise à l'écart. On avait vu tout de suite un coup de fil entre la présidente mexicaine et Donald Trump pour tenter d'aplanir la situation avant même l'investiture de Donald Trump. On a vu ce week-end Giorgia Meloni qui était à Mar-a-Lago en visite personnelle chez Donald Trump. Est-ce que c'est le genre de schéma qu'il faut imaginer pour la suite, c'est-à-dire un défilé de personnalités qui viendraient défendre des intérêts ici et là? La recette de Christine Lagarde a été à un moment de dire il va falloir négocier avec Trump. Alors, elle parle du point de vue européen. Il faudrait que l'Europe soit en capacité d'aller négocier avec Donald Trump. Mais on peut imaginer que des dirigeants européens auront des intérêts à aller défendre spécifiquement les uns après les autres chez Donald Trump. Ce que l'on sait de la méthode de négociation de Donald Trump, c'est qu'il ramollit la personne qui est devant lui et il pousse son avantage le plus loin possible pour lui. Alors, l'idée de ramollir, on le voit bien, c'est vrai que les dirigeants du monde, si ce n'est les Chinois, qui ont mis leur ligne rouge de suite sur la table, en disant « nous, on veut bien, mais pas ceci, pas ceci, pas ceci ». Ailleurs, on a moins mis les lignes rouges. Donc, en fait, il y a cet avantage qui avance, sauf que on peut douter de la capacité de l'administration Trump à ne pas aller trop loin, pour les raisons que j'ai expliquées. Donc, en fait, je crois que l'attitude des Chinois est la bonne. Il faut mettre les lignes rouges. On verra bien ce qui se passe. On peut perdre de part et d'autre. C'est pas ce qui a été fait. On voit bien que ça crée de la zizanie. Alors, au Canada, avec un Trudeau qui était déjà affaibli. Oui. Ça va créer de la zizanie en Europe. Et ça, c'est bien embêtant pour nous, ailleurs dans le monde aussi. Mais je pense que ça ne va pas être un long chemin tranquille, cette histoire-là. Trump va aller trop loin, je pense. Il y aura sans doute
des allers-retours du côté de l'administration américaine qui correspondront à des allers-retours ailleurs. Et donc, être capable de se dire moi, je fais tel ou tel pari, je pense que ça va vraiment être compliqué. Et même l'histoire des scénarios, de se dire j'ai un scénario optimiste, j'ai un scénario pessimiste, c'est dire que je suis capable de tracer des trajectoires. Et puis voilà, je change peut-être en cours de route. Mais là, c'est même pas le cas, parce que ça va être relativement à court terme. Non, c'est très, très compliqué. Thierry, la politique tarifaire de Trump, elle aura aussi un impact sur les actions américaines. Là, c'est vrai qu'on a regardé ce qui s'est passé en Europe, on a vu que ça pouvait libérer un potentiel de rebond si jamais, effectivement, la politique tarifaire était un peu diluée ou plus ciblée. Mais cette politique tarifaire douanière, elle aura aussi un impact sur les actions américaines. Oui, d'ailleurs, on l'a vu aujourd'hui avec les déclarations d'abord du Washington Post et après le démenti qui a été apporté par l'administration, par Donald Trump lui-même sur les actions telles qu'elles ont réagi. Globalement, un dollar fort, c'est quelque chose qui devrait pénaliser les sociétés exportatrices américaines, entre autres en partie les sociétés de tech. On sait que le tissu américain, il y a presque 70% de la cote qui est constituée de sociétés mid-cap, c'est des sociétés dans le jargon américain qui vont jusqu'à 20 milliards à peu près de capitalisation boursière, devrait être avantagé. Donc c'est le pari, les choix qui doivent être faits un petit peu en ce début d'année. Maintenant, moi je suis toujours très réticent à vouloir tirer des plans sur la comète sur les 12 prochains mois. Il n'y a qu'à se rappeler ces dernières années, à chaque fois les prévisions qui ont été faites depuis une petite dizaine d'années, il y a toujours une variable exogène qui arrive en novembre, en décembre, en janvier, qui change totalement le scénario. Donc on peut à la limite avoir une vision sur les prochains mois. On va voir déjà l'arrivée de Trump bientôt et la prise de commande le 20 janvier prochain. Il y a quand même, il faut le souligner, une majorité qui est excessivement faible à la Chambre basse. Oui. On l'a vu pour la nomination du chef de file des Républicains, Johnson. Ça se joue à pas grand-chose. Ça se joue à pas grand-chose. Il avait pratiquement, de mémoire, je dis bien, fin 2016, donc lorsqu'il est arrivé en 2017, 20 ou 25 sièges d'avance. Il n'a que 3 sièges d'avance. Et c'est là où il y aura des propositions qui vont être faites, entre autres sur le financement budgétaire. Il y a beaucoup de républicains qui vont être beaucoup plus vertueux dans la tenue des comptes que ce que Trump voudrait faire. Et ça peut amener à des situations éventuellement de blocage. Ah oui. On a vu l'élection du speaker du Sénat, d'ailleurs, qui n'est pas un Trumpiste forcément de la première heure, qui est quelqu'un qui est un conservateur traditionnel, on va dire, de ce point de vue-là. Oui, la Chambre des représentants, c'est important, notamment pour tout ce qui est budgétaire. Aujourd'hui, Donald Trump met la pression pour essayer d'avoir une loi qui serait une sorte de package global, qui traiterait les questions de financement, la question du plafond de la dette, bien sûr, les questions du financement, de la remigration également d'une partie des immigrés illégaux sur le territoire américain. Ça semble difficile à obtenir à ce stade. Oui, c'est-à-dire que sa proposition, la rumeur actuelle, c'est qu'en fait, il fasse dans une espèce d'énorme enveloppe dans laquelle il va tout faire. Voilà. Et ça apparaît. On peut avoir à y revenir. Voilà. Et ça va être compliqué. On jugera sur pièce le moment venu, mais les points importants, ça sera bien évidemment les problèmes tarifaires, vous l'avez souligné, les problèmes migratoires, les problèmes de déficit. On les abordera un par un et on agira en conséquence. Enfin, nos conseils iront en fonction des résultats, mais je pense que ça va être plus chaotique qu'on ne peut l'imaginer. L'un des grands thèmes, Adrien l'évoquait en début d'émission, mais l'un des grands thèmes de 24 restera bien sûr le thème de l'intelligence artificielle. Où est-ce qu'on en est selon vous et quelle va être la manière d'investir dans ce thème en 2025, Thierry ? Il n'y a pas de chose réellement nouvelle en ce début d'année que nous ne sachions déjà fin 2024. Oui. Alors, ce que l'on sait, n'a pas changé au 1er janvier. Non. Alors, il y a eu un mouvement d'excessif, on y reviendra peut-être tout à l'heure, de concentration sur le secteur de tech aux États-Unis. On l'a surtout vu entre Thanksgiving et Noël, avec un retour en force du secteur de la tech, en l'occurrence les sociétés de semis et donc en l'occurrence Nvidia. Oui. Nvidia s'exprime ce soir dans le cadre du Consumer Electronics Show de Las Vegas. Il sera 3h30 du matin pour nous, donc on pourra le juger sur pièce que demain, l'ouverture des marchés européens. La rumeur, c'est qu'en fait, ils devraient donner plus de visibilité sur les ventes de leurs produits phares, leur nouveau produit phare, le Blackwell. Ouais. Si c'est le cas et que c'est conforme aux attentes, ça donnera encore un coup de booster au marché. Voilà. Sur l'IA, on l'a vu, Adrien l'a souligné tout à l'heure, Microsoft a déclaré encore investir un montant de 80 milliards de dollars de capex dans le domaine de l'IA. Ça va continuer et ça va, je pense, encore s'amplifier. Et le marché va continuer de payer en attendant de voir
la monétisation ultime de ces usages et des produits logiciels, par exemple, liés à l'IA? C'est toujours le débat qu'on a en bourse de vouloir monétiser les choses. Moi, je l'ai vécu au travers de différents cycles. Je me rappelle des années 2000 avec les sociétés de télécom. Il y a toujours une phase, quand vous avez une révolution industrielle, où en fait la bourse anticipe toujours et surpaye des valeurs. C'était le cas d'NVIDIA. Mais NVIDIA, quand vous regardez très sincèrement sur 2025, vous la payez un peu 32 fois les profits. Oui. Regardez les profits de sociétés classiques, Colgate, Procter, ça vaut plus de 30 fois. Les sociétés de traitement de déchets aux États-Unis, ça se paye plus de 30 fois. C'est des gens qui collectent des déchets. C'est des croissances en single digits, c'est assez étonnant. Allez comprendre la rationalité ou la véracité, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Voilà, la bourse fonctionne comme ça. Donc, sur Nvidia, non, nous, on pense que c'est un mouvement qui va se poursuivre. Ouais. Sur l'IA, Adrien? Oui, non, je partage les propos qui ont été tenus. On a eu quand même quelques nouvelles en fin d'année. Alors, c'est un dérivé de l'IA, mais c'est tout ce qui tourne autour du véhicule autonome, où il y a eu un peu d'ébullition aussi, pour deux raisons. D'abord, parce que General Motors a décidé de sortir de cette activité. Donc, il ne reste plus que deux grands leaders que sont Waymo et Tesla. Donc, Waymo, c'est chez Google, et Tesla. Et Tesla a sorti sa nouvelle version du Full Self-Driving, la version 13, qui a des accueils extrêmement favorables de la part d'utilisateurs, où vraiment ça a l'air de faire un vrai step en termes d'efficacité, de sécurité, en termes de fonctionnement. Donc le sujet du robot-taxi, qui est donc l'objectif d'avoir des véhicules autonomes, et donc de changer peut-être le modèle de propriété du véhicule pour quelque chose d'un peu plus partagé, c'est l'objectif de d'Elon Musk, pour le lapsus révélateur, on va commencer à les confondre, de 2025, qui a comme ambition vraiment de lancer cette activité en 2025, et je pense que ça va être un des moteurs supplémentaires. En fait, c'est un cas d'usage en fait de la puissance de calcul et de l'IA dans une utilisation quotidienne, puisque la puissance de calcul est liée à cette capacité des puces en temps réel à analyser les informations pour faire fonctionner et rouler la voiture. Ouais. Voilà. Puisqu'on parle d'Elon Musk, le terreau réglementaire américain sous Trump et Musk va favoriser ce genre d'initiative, ce genre de développement. C'est la dérégulation au sens large, donc effectivement c'est dans ce sens-là, avec certainement la volonté d'aller beaucoup plus rapidement sur les tests de nouvelles technologies, comme effectivement le self-driving. Ça me semble probable, et c'est ce que le marché a beaucoup anticipé. Le cours de Tesla a quasiment doublé depuis l'élection de Donald Trump. Et donc, pas de raison d'imaginer que cette tendance-là, qu'on décrit à travers l'IA notamment, jusqu'aux véhicules autonomes, cette tendance-là pour l'investisseur, elle reste pleinement solide Je dirais pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'effectivement, les croissances de résultats sont toujours là, et que les multiples n'ont pas l'air pour l'instant démentiels au regard de cette croissance. Que le reste, donc si on prend le S&P 493, affiche toujours pas de croissance bénéficiaire supérieure à ces 7 magnifiques, ou en tout cas toutes ces valeurs qui sont autour de la thématique d'intelligence artificielle. Il y aura plus de croissance pour les 7 magnifiques en 2025 qu'il y en aura pour le reste du S&P 500. Oui, surtout que maintenant il y en a une 8e, parce qu'on rajoute Broadcom, qui elle aussi afficherait dans l'ordre de 15 à 18% de croissance bénéficiaire l'année prochaine. Donc oui, pour l'instant ça reste encore le cas. Donc oui, pour l'instant ça reste un scénario central. Et puis si vous rajoutez à ça quand même un sujet des taux américains, j'imagine qu'on va parler du 10 ans américain, mais on est à 4,63, 4,64. Il n'est pas improbable qu'on vienne tester les 4,70, voire 5%, qui est le scénario qu'on avait vécu il y a plus d'un an et demi maintenant. Voilà, ça c'est quand même, on le sait, très favorable plutôt aux grandes entreprises bien financées qui ont des trésoreries qui bénéficient de taux longs un peu plus élevés. Donc ça plaide aussi plutôt favorablement pour cette typologie de valeur. C'est-à-dire que même bien valorisées, ces boîtes-là sont plus à même de gérer un environnement de taux élevé que d'autres. Oui, c'est ce qu'on avait vécu déjà en 2023. Ouais. Bon, à propos des taux, Hervé, effectivement, le mois de janvier sera le mois également des premières réunions de l'année pour les banques centrales américaines, européennes, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut dire de la manière dont la Fed va réagir sous l'ère Trump ? Déjà, les ambitions de baisse de taux ont été passablement revues en baisse depuis quelques mois maintenant. Est-ce que le marché et la Fed sont à peu près d'accord sur le scénario 2025 ? Et qu'est-ce qui va pouvoir faire varier encore la fonction de réaction de la Fed là, dans les prochaines semaines et les prochains mois ? Alors, aujourd'hui, ils sont à peu près d'accord. Fed des marchés, en fait, ça veut dire que le marché est venu se caler sur la Fed. Il y aurait donc 50 centimes de baisse. C'est ce qui était signalé dans les dernières projections de la Fed. Voilà. Et donc, ça nous positionnerait vers 4%. 4%, c'est significativement plus élevé que ce que le marché croyait il y a un an de cela. Alors, la fonction de réaction, je pense qu'il y a 3 éléments à prendre en compte. Il y a la macroéconomie, il y a le forward guidance, donc le guidage prospectif, et puis il y a la relation avec l'exécutif. Oui. Sur le premier élément,
Bon, inflation, chômage. Moi, ma conviction, c'est que sur l'inflation, on aura beaucoup de mal à revenir sur la barre des 2%. Il y a des tas de raisons, on en a déjà parlé ici. Je ne reviens pas. Bon, sur le chômage, à aujourd'hui, on a l'impression que le marché de l'emploi résiste bien. Et donc, les deux éléments ensemble viennent justifier le fait qu'il y ait de la prudence du côté de la Fed. Je voudrais juste faire remarquer une chose sur le marché de l'emploi. Le marché de l'emploi, là, sur les 2 dernières années, 80% des emplois créés, ça a été soit dans les administrations, soit dans un certain nombre de services, santé, services sociaux, qui ne sont pas indépendants des administrations. Donc en fait, la réalité du marché du travail américain peut nous surprendre. Et quand je dis ça, derrière la surprise qu'on peut avoir sur le marché du travail, on peut avoir une surprise sur la croissance américaine. Dire qu'on fera 2,5 points de croissance cette année, le consensus doit être à peu près à cela. Je pense que c'est voir les choses un peu haut, sans qu'une révision à la baisse de la croissance ait facilement, naturellement, une application en termes de ralentissement de l'inflation. Tout ça n'est pas très clair. Donc, pour revenir après au deuxième élément, donc le guidage prospectif, en fait, il serait bien pour les marchés, dans l'environnement de politique économique côté Maison-Blanche qu'on a décrit, qu'on ait un peu de vue... Non pas de moyen terme, mais quitter la data dependency que l'on a aujourd'hui pour avoir un petit peu de guidage, qu'on sache où on est. Est-ce que la Fed va être capable de le faire? Tel que je viens de décrire le couple croissance-inflation, ils vont essayer, mais je doute qu'ils ne réussissent. Donc, en fait, ça va être compliqué à ce double niveau. Est-ce qu'on aura de la clarté au niveau du troisième niveau, la relation avec l'exécutif ? Bon, on aura de la clarté si l'administration accepte de laisser tranquille la Fed et que les messages passent en sous-main au lieu de passer dans le Washington Post. Oui, non, mais ça, on n'en s'effiche rien parce qu'une fois encore, on vient se heurter à la personnalité de Donald Trump. Qu'est-ce qui est capable de le contrôler le jour où les chiffres d'activité seront moins bons? Et c'est une hypothèse qu'on ne doit pas exclure. Et que, les surprises économiques sont de moins en moins bonnes là, en ce moment aux États-Unis. Moi, je parierais sur des révisions à la baisse des chiffres de la croissance. Si on n'a pas en même temps des révisions à la baisse de l'inflation, on voit bien que Donald Trump va se mettre à tonner et que la Fed aura du mal à répondre, alors pour des raisons à la fois de statut. Je suis indépendant, et puis pour des raisons de réalité de l'économie américaine. Et donc, le troisième niveau peut aussi être compliqué. Donc en fait, aujourd'hui, il y a un scénario, le marché a été brave fille, s'est calé sur les projections de la Fed, très bien, mais tout ça ne veut pas dire, une fois encore, qu'il y a une lisibilité très bonne. Là aussi, sur le marché du travail, et je fais le lien avec les politiques de Donald Trump, un des facteurs qui a expliqué cette croissance exceptionnelle américaine avec ce mouvement de désinflation, c'est toute l'offre de travail qui a été apportée par les immigrants, alors qui entrent évidemment de manière illégale pour partie sur le territoire américain. On les compte par millions quand même depuis ces dernières années. J'imagine là aussi qu'un renversement des flux migratoires serait vite vu comme quelque chose de négatif par le marché, Thierry. Oui, en particulier dans le secteur de l'immobilier, surtout dans la partie sud des États-Unis. Je n'ai pas vraiment vu de chiffres en fait, qui puissent expliquer un petit peu la relation immigration-croissance, mais ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, le rôle reste malgré tout bénéfique. En ce moment, aux États-Unis, vous êtes sur des... On verra les chiffres... Ne serait-ce qu'en termes de main-d'œuvre, et puis en termes de consommation. Bien sûr, un immigrant, tout illégal qu'il soit, il faut qu'il se loge, il consomme derrière. Les chiffres qu'on aura vendredi nous en diront un peu plus. On est sur un taux de chômage qui devrait stagner sur des niveaux de 4,2. On est sur à peu près 150 000, je crois, emplois attendus à être créés. C'est un peu en dessous de ce qu'on a eu les dernières fois, mais quand vous êtes au-dessus de 100 000, vous absorbez toujours les quantités de travail nécessaires pour avoir de la croissance. Donc là-dessus, on n'est pas très inquiet. Mais il y aura... sur l'immigration, il faudra voir un petit peu le résultat. Il faudra là aussi juger sur pièce. Entre ce qu'il dit et la réalité, il faudra voir un petit peu les données qu'on aura. Ouais. Et la Fed, vous la voyez faire plus ou moins de baisse de taux cette année là? Alors, j'ai coutume de dire que la Fed, elle fera ce qu'il faut faire. Voilà, ça ne sert à rien. L'année dernière, en décembre dernier,
On disait 6 baisses de taux, on en a eu 2. On parlait de ralentissement, récession, appelez ça comme vous voulez, il n'y en a pas eu. Donc c'est compliqué dans les marchés d'avoir des visions en ce moment, encore plus qu'à d'autres moments, sur des durées aussi lointaines de 12 mois. Je sais qu'on a pour coutume dans nos métiers de vouloir se réunir en janvier et définir un postulat pour l'année. Non, ça me paraît pas réalisable. On a parlé de volatilité tout à l'heure. Je crois qu'elle sera au rendez-vous. Nous, on a une vision, on avait le point de ce début d'année avec nos stratégistes, on a une vision un peu sur les 2-3 prochains mois. Déjà, si ça se réalise, ça sera bien. Sur une espèce de élargissement, entre guillemets, du marché. Alors, je m'explique. Oui. En gros, l'idée, c'est de dire, lorsqu'on a eu un mouvement d'excessive concentration, comme celle qu'on a connue en fait en décembre dernier, par les chiffres, on a eu 600 points de base, 6% de surperf des large caps par rapport à l'univers des small et des mid US. C'est un phénomène rare. En l'espace de 20 ans, c'est arrivé que durant 1% des séances ouvertes aux États-Unis. Lorsqu'on observe la réaction des marchés dans les mois qui ont suivi ce phénomène, sur 3 mois, je dis bien sur 3 mois, ouais. Pas au-delà, on observe un phénomène de rattrapage des small et des mid. Quand je dis rattrapage, ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher les larges. Donc les gens me demandent, mais est-ce que vous êtes chez vous plutôt vendeur des grosses boîtes tech ou assimilés, conso discrétionnaires, enfin les Tesla, les GAFAM, les Batman maintenant, comme on les appelle? La réponse est non, mais c'est un rattrapage des autres. Et ce phénomène, vous l'avez vécu juste après l'élection de Trump, hein, l'élargissement, le broadening du marché. Ça a duré 2 semaines. Oui, mais vous l'avez vu pendant cet été, ça a duré un peu plus d'1 mois. Ouais. Voilà, et il y a eu globalement, il y a des titres, il y a des tas de titres qui ont rattrapé. On a évoqué le cas tout à l'heure des fortes hausses de l'année 24. Il n'y a pas que de la tech, il y a d'autres noms. Après, pendant l'été, Nvidia perd 20-30% à un moment, si je ne dis pas de bêtises. Elle perd aux alentours de... Oui, enfin, j'ai en tête 15, c'est peut-être un peu plus, voilà. C'est typiquement le genre de titre qui je pense qu'il ne faut pas chercher à travailler en trading Nvidia. Ou vous êtes convaincu par l'idée, et la pire des choses, c'est de prendre comme on dit, les portes de saloon, c'est-à-dire en fait, vous la vendez au mauvais moment, vous la rachetez au mauvais moment. Si vous êtes convaincu, moi j'en suis, jamais je m'amuserai si je reste investi sur le titre, et Dieu sait s'il y a des discussions sur la valorisation du titre. Ouais. Mais élargissement du marché, ça peut être une stratégie valable au moins pour quelques temps, pour quelques semaines, quelques mois, là, vous dites. Oui, je vous disais sur une durée de 2-3 mois, voilà. Et la dernière fois où on a eu ça, c'était en fait en 2023. Vous vous souvenez, lorsqu'il y avait le débat sur le déficit budget sur le financement du budget américain, et avant qu'on vote au niveau du Congrès américain la levée de 800 milliards de dollars, on a eu ce même phénomène et ça avait duré quelques mois aussi. Donc ça, c'est un phénomène, encore une fois, à 2-3 mois. L'idée d'un rattrapage, d'une reconvergence, ça vous parle aussi, Adrien? Est-ce qu'on peut avoir un rattrapage de cette partie du marché qui n'a rien fait avec le maintien, j'allais dire, de ces quelques stars au niveau actuel? Enfin, je veux dire, c'est vraiment le scénario idéal où on se dirait les Batman, comme vous dites, ne baissent pas, mais le reste du marché remonte, quoi. Oui, on aimerait y croire. Après, d'un point de vue saisonnalité, c'est vrai que c'est souvent le bon moment. En début d'année, on a toujours plutôt un effet de rattrapage avec les retards de la Terre l'année précédente qui reprennent un peu d'élan. Moi, je pense que tout ça restera quand même assez conditionné sur le scénario de taux. Et effectivement, si l'hypothèse d'un 10 ans américain qui a plutôt tendance à continuer à grimper à les 5% plutôt que de retracer vers les 4, j'ai du mal à voir cet élargissement être durable et emmener effectivement plus largement la cote américaine. Après, sur 2024, la cote américaine n'a pas rien fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus que les 7 versus le reste. Les 7 ont vraiment très bien performé, mais le S&P Equal Weighted finit quand même à plus 11 ou 12, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ce n'est pas non plus un écart aussi marqué que ce qu'on avait vécu en 2023, où là, c'était quasiment à 0 versus le reste. Pour aller dans le sens d'Adrien, je précise que notre scénario de l'élargissement du marché ne fonctionnera que si le taux 10 ans baisse. Oui. Si on part vers 5, ça ne sera pas le cas. Nous, on ne voit pas de raison aujourd'hui, en janvier 25, de penser que ce qu'on observe depuis 3 ans, c'est chaque fois que vous allez chercher la limite haute sur le taux 10 ans à 4,70 ou 5, derrière, clac, ça rebaisse. Donc c'est un peu notre pari. On verra si les prochains mois nous donnent raison. Mais si les chiffres macro continue à être mauvais, vous allez avoir de nouveau le discours décélération ou possible récession, détente sur les taux longs, et vous allez avoir ce phénomène j'ose pas dire de rotation, mais d'élargissement de la cote. Voilà. Bon, Hervé nous disait, on est peut-être dans une année où on révisera plutôt à la baisse le consensus de la croissance américaine quand il n'a cessé d'être révisé à la hausse tout au long de 2024, à l'inverse du reste du monde. Justement, regardons le reste du monde. Où est-ce que l'Europe peut surprendre sur le plan macroéconomique cette année, Hervé ? Je crois qu'elle ne surprendra pas sur le plan macroéconomique parce qu'il me semble que
on est face tout de même à des blocages politiques qui vont avoir des implications économiques dans les deux grandes économies. Et je vois pas le relais qui pourrait être pris par les autres, ou je ne vois pas bien l'initiative de politique économique qui permettrait de passer outre à tout ça. En France, sans la France et l'Allemagne, voilà, c'est ça. France et Allemagne. Ouais. En France, il va rien se passer au cours du premier semestre, très vraisemblablement. On aura un budget, oui. Qu'en sera-t-il ? On n'en sait rien. Et je pense que, vu la faiblesse de la croissance économique, il faut qu'on arrive à quantifier correctement le redressement des comptes publics que notre faiblesse économique permet de supporter. Bon, et le message d'Éric Lombard, de ce point de vue-là, il semble correct. C'est de la bonne économie politique de dire qu'il ne faut pas trop resserrer le déficit en 2025. Aller sous 5%, ce serait une erreur. Moi, je pense que oui, aller sous 5% serait une erreur. Moi, j'aurais envie de dire, si on fait des petits calculs, que resserrer de plus de 0,5 points de produit intérieur, c'est prendre un risque avec une croissance qui, ex ante, est faible. Et en fait, on retrouvera peut-être une visibilité qui permettra de reprendre des décisions d'investissement, d'achat de biens durables, peut-être sur la seconde partie de l'année. Mais en fait, ça fait qu'en moyenne annuelle, la croissance économique, elle ne sera pas autour de 1%, un petit 1%. Elle a de fortes chances d'être en dessous de cela, 0,5 peut-être inférieur. En Allemagne, on va avoir des élections en février. Combien de temps va-t-on prendre pour former une coalition en Allemagne? Alors, il y a l'hypothèque de l'AfD. Quel sera son score? Qu'est-ce que cela implique derrière? Donc, en fait, on va être gelé peut-être pas aussi longtemps en Allemagne qu'en France, mais quand même sur un temps relativement long, dans un contexte où, en plus, en Allemagne, il y a à réfléchir sur le nouveau modèle économique. Donc même au lendemain des élections, au lendemain de la formation de la coalition, on restera face à cette question. Donc à ce titre-là, ça ne peut pas être bon. Est-ce qu'on peut avoir une espèce d'initiative heureuse de la Commission qui dirait, ben voilà, allons-y pour un grand emprunt, allons-y, nous allons faire des investissements dans la transition énergétique, dans la défense, qui redonnerait un coup d'ardeur à la croissance européenne? Je pense que les équilibres politiques au Parlement européen ne le permettent pas. On a certes une majorité classique, centre-gauche, centre-droit, mais on sait aussi qu'on a immédiatement une majorité alternative droite et puis droite musclée. Et avec ce que l'on voit, alors en Autriche, où on aura peut-être un Premier ministre de droite musclée demain, avec l'Italie, Madame Meloni est très forte à comprendre les rapports de force. Tant que le centre de gravité européen était au centre, elle s'est rapprochée du centre. Avec une majorité alternative au Parlement européen, avec de nouveaux gouvernements en Europe, droite musclée, avec l'ombre de l'administration Trump, quelle sera la position de Madame Meloni demain? On n'en sait rien. Donc j'ai l'impression que au niveau du Parlement européen, on va avoir des dissensions entre les deux majorités possibles. Bref, tout ça pour dire que la politique va nous geler une partie de l'économie, en sachant qu'en plus, nous autres Européens, on va avoir du mal à lire, parce que c'est illisible, la politique de Donald Trump, et donc ça va nous geler encore plus. Est-ce que ça va geler la BCE aussi dans sa capacité d'action, Hervé? La BCE... moi, j'ai envie de le dire comme cela, quoi. Elle a un mandat avec un objectif premier qui est la lutte contre l'inflation. Implicitement, aujourd'hui, elle a un peu abandonné la lutte contre l'inflation, quoi. Elle a une posture qui est de dire, c'est sûr, l'inflation revient à 2%, avec des services qui sont à 4% et qui sont incompatibles avec le retour durable de l'inflation à 2%. Bon, elle nous dit que ces modèles nous assurent que peut-être qu'elle a raison et que je me trompe. Mais si on considère que le monde aujourd'hui empêche dans nos économies, États-Unis, Royaume-Uni, zone euro,
Canada, un retour durable de l'inflation à 2%. Dans ce cas-là, dire qu'on va avoir plein de baisses encore et qu'on va aller à 2% sur le taux de dépôt de la BCE, voire en dessous, voire en dessous, disent certains, voire en dessous, ça veut dire que en fait c'est l'emploi, l'économie qui est mis en avant par rapport au prix, quoi. C'est comme ça qu'il faut lire, et donc à ce titre-là, on a envie de dire que il serait en logique interne de la BCE de dire qu'aller beaucoup en dessous de 3, c'est compliqué, avec l'inflation telle qu'on peut la voir aujourd'hui. Par contre, si on dit qu'il y a un peu un changement de façon de faire à la BCE, dans ce cas-là, le 2 ou le en dessous de 2 est possible. Tout à fait possible. Voilà. Est-ce que quelles sont les manières d'investir dans les actions européennes là, en 2025 ? Par quel bout on prend l'histoire, Adrien ? Parce que c'est vrai que c'est un terrain d'investissement qui a été complètement délaissé au profit notamment des États-Unis. J'imagine quand même qu'il y a toujours des solutions et des manières d'investir dans les actions européennes. Donc, quelle est un peu la grille, la méthode que vous avez en tête de ce point de vue-là ? Et est-ce que dans cette idée-là, est-ce qu'il faut compter sur la BCE et des baisses de taux ? Est-ce que des baisses de taux de la BCE, est-ce que ça fait partie du plan et d'un plan de stratégie d'investissement pour 2025 ? Pas tant que ça, en tout cas, nous, la façon dont on réfléchit à 2025, on n'a pas effectivement, regardé spécifiquement des secteurs qui bénéficieraient à court et moyen terme de la baisse de taux, en se disant que peut-être que d'ailleurs les 10 ans, il y aura certainement une quantification de la courbe, mais peut-être que les taux longs n'ont pas de raison de fondamentalement beaucoup bouger, premier élément. Ce qui est quand même les taux les plus pertinents en termes de financement pour les actifs à duration longue, donc peut-être ça a moins d'impact que ce que peut avoir la discussion autour des taux courts. On a toujours tendance à privilégier, ce qui a plutôt été un bon choix en 2024, toutes les entreprises qui sont bien positionnées sur le marché américain, soit qui n'ont pas de concurrents, soit qui ont la capacité à produire localement, donc quel que soit le scénario vis-à-vis des tarifs douaniers qui auront la capacité à s'adapter. On a quand même beaucoup d'acteurs français, européens très bien positionnés aux États-Unis, notamment dans tous les enjeux de centres de données où il y a des belles entreprises européennes. Toute l'industrie liée à l'activité chinoise, c'est une question, clairement pour 2025. C'est dans quelle mesure cette volonté de relance aura ou pas un effet positif sur la demande de biens durables venus d'Europe. Ça semble compliqué à affirmer, où l'objectif est quand même avant tout côté chinois de favoriser la consommation locale, les industries locales. Donc la question est clairement ouverte. Après, il y a toujours quand même un vivier d'innovation en Europe dans certains secteurs sur lesquels on a un autre mot à dire à l'échelon international. Donc c'est plutôt ces valeurs-là qu'on a envie d'accompagner. On peut trouver de la belle croissance à moindre prix par rapport à ce qu'on paye aux États-Unis, par exemple, dans des secteurs équivalents, avec des perspectives équivalentes. Est-ce qu'on trouve des entreprises d'aussi bonne qualité ? Les décotes ne sont pas si évidentes que ça. En fait. Bon ? Quand on regarde des entreprises qui sont aussi bien positionnées qu'un acteur américain... Quand on prend vraiment des pairs pertinents sur des secteurs et des... Vous allez dire, je vais regarder dans les grandes capitalisations, mais prenons Schneider Electric par rapport à, Trane, Emerson, Roku aux États-Unis. Roku aux États-Unis, les décotes d'évaluation ne sont pas particulièrement évidentes. Même, il y a eu un peu aussi un effet d'entonnoir sur ces quelques valeurs en Europe où les gérants européens sont restés un petit peu en disant que c'était... Alors, je pensais à Lilly Novo, par exemple, où là, on a quand même des écarts de paie importants. Oui, mais vous voyez qu'il y a un sujet d'innovation où le dernier produit de Novo est visiblement un peu moins bon que celui des Lilly. Donc, je ne trouve pas que ce soit aussi évident que ça. Alors, peut-être que si on descend en taille de capitalisation, oui, là, il y a des écarts de valorisation qui sont un peu plus marqués, mais qui sont liés aussi à des questions sur les capacités de financement de ces entreprises-là et leur dépendance ou pas, ou questions par rapport à l'enjeu de barrière douanière. Je trouve que le secteur de l'équipement médical est assez intéressant. Là, en Europe, on a souvent des leaders ou des vrais savoir-faire. Ça a beaucoup été pénalisé par une vague de déstockage qui a duré depuis le Covid. Visiblement, c'est des secteurs qui seraient un peu pas trop concernés par les sujets de barrière douanière. Là, il y a peut-être des entreprises et des savoir-faire intéressants, mais toujours avec un prisme de croissance mondiale qui s'accroche à autre chose que le périmètre européen, parce qu'effectivement, on a du mal à voir qu'est-ce qui va générer de la croissance en Europe de manière durable dans les 3-4 prochaines années. Les boîtes les plus européennes, les plus ouvertes sur le reste du monde. C'est ça qui compte aujourd'hui pour l'investisseur. Sur le terrain américain, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, Hervé, l'idée quand même, sur quelques mois au moins, c'est d'être assez domestique. C'est ça Oui, en quelque sorte, c'est un peu en relatif. C'est-à-dire qu'en fait, c'est rester exposé un petit peu sur cet univers de la thématique de l'IA. Et on sait que dans ce secteur, il y a eu des performances très, très disparates. Nvidia a monté 160%. Oui. AMD, c'était... Le reste du secteur des semi-conducteurs n'a pas connu tout à fait le même parcours ces derniers mois.
L'IA, ça a commencé à démarrer début 2023. La première thématique, c'était le jouer par le prisme des semis. Nous, ce qu'on a essayé de pousser chez Raymond James depuis 6 mois, c'est de l'appréhender par la thématique des boîtes de logiciels. Il y a maintenant toutes les boîtes de networking, de réseau. Je pense à des Cisco, je pense à des Oracle, à des noms comme ça, comme Marvel Tech ou autres. Voilà, donc il y a toute une espèce d'écosystème où on peut l'appréhender de différentes manières. Mais au sein même de cet univers, moi, il y a beaucoup de monde qui a voulu jouer la thématique de l'IA. Alors en Europe, les gens jouent à SML, mais vous avez AMD par exemple, qui a été c'est presque un accident industriel. C'est une très mauvaise idée parce qu'on n'osait pas aller acheter Nvidia au prétexte de la valorisation. Donc on allait chercher le deuxième de la classe en disant si le premier marche, le deuxième marchera. Ça ne marche pas comme ça. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est vraiment dans un marché de stock picking. Et même sur le point de vue technologique, AMD est encore à des longueurs derrière Nvidia. Il n'y a même pas l'idée que AMD pourrait demain, dans une perspective... Si, il pourrait. Quand je lis les notes de nos analyses sur AMD, très clairement, les processeurs Blackwell sont très clairement, qui sortent maintenant, et on verra ce que déclare le CEO d'NVIDIA ce soir sur les intentions de vente qu'on va avoir sur 2025. Ils sont en avance, voilà. Mais ça se renouvelle de manière constante. Est-ce que AMD va arriver avec un produit qui va passer devant ? C'est compliqué à dire, voilà. Mais pour ça qu'une manière, je pense, de l'appréhender l'IA, c'est essayer de décliner un petit peu tous les acteurs d'une chaîne de valeur entre les semis, les logiciels, les boîtes de réseau, etc., les data centers, on les a évoqués tout à l'heure. C'est plutôt comme ça que je l'appréhenderai, en essayant de trouver le premier de la classe à chaque fois. Voilà. Et au-delà de l'IA et de la tech, alors ? La diversité. Alors, il y a beaucoup de valeurs qui ont très bien tenu aux États-Unis. Les gens ne parlent pour beaucoup que des magnifiques 7, mais dans la conso, vous avez un numéro américain, AutoZone, qui a très bien marché. C'est des pièces détachées automobiles. Ouais. On a parlé à l'instant des équipementiers médicaux. Vous avez des sociétés comme Boston Scientific qui ont fait un gros parcours. D'autres valeurs, c'était beaucoup plus chaotique, comme Thermo ou Fisher, qu'importe. Mais donc, on peut trouver dans l'assurance. C'est un thème que j'ai essayé de pousser auprès de nos clients. J'ai eu peu d'écho, mais l'assurance. C'est moins vendeur qu'il y a. Oui, je ne peux pas expliquer. Voilà, voilà, c'est moins vendeur. L'assurance, c'est pas sexy. Pour leur parler d'acteurs qui ont très bien marché, que ce soit chez les courtiers, Marsh McLennan, dans l'assurance de biens civils, Progressive ou autre, ça a très bien marché. Mais les gens vous écoutent poliment, mais ils ont du mal à y aller. Parce que le biais d'appréhender les financières aux États-Unis, c'est via les banques. Voilà. Alors on sait que c'est un secteur qui devrait bénéficier de la déréglementation de Trump. On verra. Est-ce qu'il faut le jouer par le prisme des grandes banques ? Vous en avez 7 ou 8 aux États-Unis, au grand maximum. Le reste, vous tombez directement sur un univers qui est très vaste. Il y a près de 3000 banques aux États-Unis. C'est énorme. Je ne sais pas. Donc il y a de quoi faire. On a un univers. Moi, ce que j'aime dans le marché américain, c'est qu'il y a une profondeur de marché extraordinaire avec des thèmes. Voilà. Mais ça veut dire que pour un investisseur en dollars américain, le premier mouvement de 2025, c'est regarder ce qu'il y a à faire dans la cote américaine, même si elle a déjà largement surperformé sur le plan indiciel, plutôt que de commencer à se dire, tiens, et si j'exportais mes dollars, enfin si j'investissais en Europe ou pourquoi pas en Chine ou ailleurs. C'est pas la question qui se pose aujourd'hui pour un investisseur américain. Non. Mais je ne sais pas si je réponds à votre question, mais moi je pense qu'en ce début d'année, le choix que je ferais, c'est d'aller sur un indice SPI, mais equal weight, plutôt que... Voilà. C'est-à-dire que je le décorrèle du fait du poids des magnifiques 7. Ça ne veut pas dire que je ne les aime pas. C'est-à-dire qu'en relatif, je pense que j'ai moins à prendre. Et il reste à savoir après, qu'est-ce qu'on fait, sur quelle thématique on investit. Et là, il faut descendre sur la cote du marché. Ouais. Bon après, à ce niveau de faiblesse de l'euro, de valorisation, d'écart de valorisation, est-ce que l'investisseur pragmatique mondial peut quand même... Ça dépend de son horizon de temps. Ouais, ça dépend de son horizon de temps. C'est la réalité, c'est que oui, facialement, on est sous un écart type en dessous de la moyenne historique sur les actions européennes, mais c'est quoi le catalyseur là à court et moyen terme ? Donc on parlait des élections allemandes. Il y a eu un scénario où on s'est dit tiens, est-ce que Friedrich Merz va réussir à construire quelque chose et remettre en cause l'héritage Merkel ? Bon, ça, je pense que c'est une hypothèse qu'on a tous quand même un peu rangée. En tout cas, allemand commence par des économies. Voilà, non, mais on l'a vu. Très clair. Est-ce que la fin du conflit entre l'Ukraine et la Russie pourrait être un moteur de retour d'appétit pour le risque en Europe ? Ça, peut-être, c'est une question qui peut être intéressante. Est-ce qu'un Trump moins agressif d'un point de vue tarif sur un driver ? Là, on a eu la réponse aujourd'hui quand même. Ça, oui, clairement, ça pourrait être un moteur de performance des actions européennes et d'intérêt. Voilà. Après, pour que ce soit durable.
raisonnable. thèse aujourd'hui. Oui, je pense que c'est des balles qui, effectivement, vont être jugées. Valorisation, c'est jamais un très bon critère de Non, je sais, mais à force... Oui, il y a un moment donné, ça va le faire. Puis beaucoup de pessimisme. Mais même sans aller jusqu'à une situation peut-être un peu plus complexe que l'Europe, regardez le Japon. Le Japon sous-performe quand même nettement maintenant depuis il y a 3-4 mois, depuis l'élection de Donald Trump, alors que c'est un pays qui, d'un point de vue barrière douanière ou géopolitique, est plutôt dans l'arc industriel américain. Voilà, il y a certainement là aussi des choses à faire, alors que c'est un marché qui a extrêmement sous-performé. Hervé, pour conclure, sur la Chine, qu'est-ce que vous attendez de la Chine en 2025 qui continue de décevoir les marchés, hein. On a vu le très mauvais démarrage des marchés chinois là, sur ces quelques premières séances de l'année 2025. Non, mais je pense que la Chine est face à un problème structurel grave de surinvestissement, de surendettement. Mais il s'est passé quelque chose de très important en Chine pendant les vacances. La politique monétaire chinoise, c'était une politique monétaire qui n'était pas gérée par les taux d'intérêt, mais gérée par la quantité de monnaie qu'on injectait dans l'économie. Eh bien, en toute discrétion, pendant les vacances de Noël de l'Occident, on a changé les choses. Maintenant, on nous dit la politique monétaire chinoise, premier instrument, les taux d'intérêt. Pourquoi ? Parce que injecter de la liquidité, c'est finalement participer à cette construction de dette, alors qu'on a envie de réduire le stock de dette. Et donc, on se dit, en ayant des taux d'intérêt plus bas, eh bien, finalement, c'est peut-être ce qui va se permettre de faire repartir plus fortement l'économie sans ajouter des stocks de dette à un niveau déjà trop élevé. Donc, intellectuellement, ça se comprend bien, sauf que les taux d'intérêt sont déjà assez bas. Les taux longs se sont effondrés. Est juste très faible. Donc, en fait, c'est un vrai changement qui est important en tant que tel, qui dit beaucoup, tout de même, sur le regard, à mon avis, plus crédible que les autorités portent à l'état de l'économie. Mais acceptons alors l'idée que l'état de l'économie est vraiment pas bon. Après, en termes boursiers, il faudrait qu'il y ait un autre pas en avant de fait, c'est-à-dire de rendre des degrés de liberté au secteur privé chinois. Est-ce qu'aujourd'hui, l'administration Xi est capable de le faire ? Moi, j'ai envie de dire non, mais on verra bien. Bon, un taux à 10 ans chinois à moins de 1,60% aujourd'hui, avec une baisse qui s'est accélérée effectivement sur la fin de l'année 2024. C'est presque suisse. C'est presque suisse, oui. Alors, j'allais dire japonais, mais pas encore tout à fait. Sur le 30 ans, je crois que c'est assez équivalent entre Chine et Japon sur les obligations d'État à 30 ans. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les premiers invités de cette année 2025 dans Smart Bourse sur Bismart for Change. Hervé Gouletker, Accuracy, Thierry Gill, Raymond James France et Adrien Dumas, Mandarin Gestion. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque lundi, c'est notre quart d'heure américain, notre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les enjeux, l'actualité économique et politique en provenance des États-Unis avec Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain, fidèle au poste. Bonsoir Pierre-Yves, ravi de vous retrouver. Tous mes meilleurs vœux pour cette année 2025. On va beaucoup parler de Donald Trump. Alors, peut-être prenons quelques minutes avant cela pour parler de Jimmy Carter. Un autre président américain, Pierre-Yves, on est en pleine période de funérailles nationales aux États-Unis, qui se déroule pendant plusieurs jours. Enfin, le jour des funérailles sera ce jeudi, je crois. Et d'ailleurs, la bourse américaine restera fermée pour ce jour particulier. Absolument, à partir de demain, sous le dôme du Capitole, une fois qu'on aura un petit peu enlevé la neige qui est en train de s'accumuler dans les rues de Washington, le cercueil de Jimmy Carter sera exposé et des milliers d'Américains pourront venir se recueillir. Je pensais que c'était intéressant de rendre à Jimmy ce qui appartient à Jimmy. Aux États-Unis, bien entendu, on parle beaucoup plus de la disparition de l'ancien président qu'en Europe et qu'en France. Mais il y a un thème sur lequel, je pense, on a mal apprécié l'importance de l'œuvre de Jimmy Carter. Oui, c'est Pierre-Yves Dugas qui parle. Ça vous surprend, hein? Nous vivons tous dans un monde, nous, les journalistes économiques et les gens qui s'intéressent à la finance et au marché boursier, nous vivons tous dans un monde qui a été en grande partie créé par des décisions difficiles, et j'ai même envie de dire des décisions qui se sont avérées suicidaires,
de Jimmy Carter, parce qu'il est arrivé au pouvoir en 77, le 20 janvier 77, et il a fait voter très rapidement un projet de réforme de la Réserve fédérale qui a ouvert la porte à ce que l'on connaît aujourd'hui de la Fed moderne, qui a ouvert la porte à l'indépendance de la Réserve fédérale. Il faut rappeler que sous le président Nixon et sous le président Johnson, les patrons de la Fed faisaient l'objet d'énormes pressions politiques. Il y a des anecdotes hallucinantes sur ce que Richard Nixon faisait à Arthur Burns, le patron de la Fed de l'époque, en faisant fuiter des fausses informations dans la presse selon lesquelles Arthur Burns demandait une augmentation de 50% de son salaire, alors que par ailleurs, il souhaitait que l'on gèle les salaires de tous les Américains. Tout ça pour faire en sorte que la Réserve fédérale, avant les élections, baisse ses taux, applique une politique monétaire accommodante qui, théoriquement, était censée favoriser Richard Nixon. Jimmy Carter arrive et il instaure un système rapidement voté par le Congrès où le président du Conseil des gouverneurs de la Fed est maintenant confirmé, doit être choisi par le président mais confirmé par le Sénat, où 2 fois par an, ce président du Conseil des gouverneurs doit rendre compte de l'activité de la Fed et où l'exécutif américain n'intervient plus du tout pour dire à la Fed ce qu'il faut faire. C'est une réforme monumentale qui a été copiée d'ailleurs dans le monde entier ensuite, en particulier par la Banque centrale européenne. Autre réforme importante, il a nommé en août 1979 Paul Volcker, qui était alors patron de la Fed de New York, mais qui avait fait ses preuves comme staffer à la Fed à Washington. Paul Volcker, Jimmy Carter ne sait pas si c'est un républicain ou si c'est un démocrate. Simplement, Jimmy Carter est asphyxié par la stagflation et ils ont absolument besoin de trouver quelqu'un de crédible qui remonte la crédibilité de la Fed et qui s'attaque au problème de l'inflation, pas simplement de l'inflation, mais au problème des anticipations inflationnistes. Et c'est ce que va faire de manière magistrale et violente Paul Volcker. Et nous vivons tous aujourd'hui dans une ère qui a été celle de l'indépendance de la Fed et celle du retour de la crédibilité de la Banque centrale américaine comme instrument de combat des anticipations inflationnistes. Et je pense que c'est une chose remarquable qui n'a pas été assez souvent soulignée. Paul Volcker qui a fait grimper le taux des Fed Funds pratiquement jusqu'à 20%. 20% en 81. Ils étaient partis, au moment de sa nomination, en août 79, un petit peu en dessous de 10%. Créer une massive récession pour casser les anticipations inflationnistes, personne ne l'a oublié, même aujourd'hui. Non, et c'était d'ailleurs une des grandes références de Jérôme Powell au début de l'épisode inflationniste. Il citait souvent l'exemple d'Arthur Burns, justement, le prédécesseur de Volcker, en disant quasi explicitement, je ne veux pas être l'Arthur Burns des années 2022-2024. Prendre le risque de laisser refiler l'inflation et ensuite pousser le successeur à monter les taux jusqu'à quasiment 20%, comme vous le rappeliez, 20% de taux d'intérêt pour la Fed dans les années 80. Donald Trump est-il déjà à la manœuvre? Dans quelle mesure? Pierre-Yves, on en parlait là aussi avec vous. Hein, c'est vrai que la présence de Donald Trump... alors sur la scène politique américaine n'est plus à démontrer, sur la scène politique internationale également. Il a reçu Giorgia Meloni ce week-end. Il était bien sûr à Paris pour l'inauguration de Notre-Dame. Est-ce qu'il est déjà en train de consommer ses marges de manœuvre là, Donald Trump? Il est en train de prouver qu'il peut exercer une forte pression sur les nouveaux élus du Congrès pour obtenir que ces priorités soient rapidement mises en œuvre par des projets de loi qui, espère-t-il, seront votés au printemps. Le New York Times, il y avait longtemps que je n'avais pas dit du mal du New York Times, hein, ça vous manquait, hein, se réjouissait presque explicitement de la perspective de multiples tours de vote pour choisir le speaker de la Chambre des représentants. Eh ben non. Il a été élu au premier tour, Mike Johnson. Pourquoi?
Parce que Donald Trump a téléphoné aux quelques républicains récalcitrants, et il y en a parce que la majorité républicaine est très étroite, 5 voix seulement à la Chambre, pour leur demander de rentrer dans le rang. Est-ce que cela veut dire qu'il va obtenir une discipline de vote sur toutes ses priorités à la Chambre? Non. Mais il vient de préciser dans une interview à la radio qu'il lui importait peu que l'option préférée par le Sénat, qui serait l'adoption de 2 grands projets de loi, ou l'option préférée par la Chambre des représentants, qui serait l'adoption d'un seul grand projet de loi, contenant toutes ces priorités, soit choisie. L'important, c'est qu'on aille vite. Quelles sont les priorités de Donald Trump? Chose qu'il veut faire adopter rapidement, avant le mois de mai. Réforme du régime de l'immigration illégale, reconduction des réductions d'impôts qui avaient été votées en 2017 et qui vont expirer cette année. Ce sont ces 2 grandes priorités. Lever de tous les obstacles à l'exploitation des hydrocarbures, 3e point important. Et à partir de là, d'autres possibilités qui sont, je dirais, moins importantes, mais qui ont été quand même avancées sous forme de promesses, qui ont aidé Donald Trump à gagner, notamment dans le Nevada. La détaxation des pourboires, par exemple, qui risque de coûter cher au budget, et peut-être aussi la sanctuarisation des dépenses militaires. Voici les choses qui comptent, et Donald Trump, avec son nouvel ami Elon Musk, est en train d'exercer une forte pression sur un noyau républicain ultra-conservateur qui n'est pas satisfait des intentions dispendieuses, dirait-on à Québec, de Donald Trump. Oui, Québec, oui, effectivement. D'ailleurs, comment vous regardez ce qui s'est passé aujourd'hui, Pierre? C'est ce qu'on se disait un petit peu avec les invités juste avant. C'est la première grosse séance de l'année. On a le Washington Post qui nous sort une information de source, évidemment, nous indiquant que la politique tarifaire de Donald Trump sera beaucoup plus diluée que ce qu'on imagine. Pas d'universalisme sur les tarifs, mais des tarifs ciblés sur des secteurs stratégiques. Quelques heures après, sur un réseau social X ou Y, Donald Trump dément les informations du Washington Post. Est-ce que c'est une forme de répétition de ce qu'on va avoir tout au long des premiers jours, au moins, voire premiers mois de la mandature Trump? C'est possible. Alors, Donald Trump a démenti en disant cet article est faux. This article is wrong. Alors, de 2 choses l'une, ou bien le Washington Post raconte n'importe quoi, ce qui n'est pas totalement exclu dans l'ambiance actuelle qui règne à Washington, ouais. Ou bien ils l'ont sourcé de manière anonyme, mais auprès de gens qui ne compteront pas vraiment dans la décision. Ouais, on sait de toute façon qu'il n'y a qu'une seule personne qui décide, c'est Donald Trump, et qu'il est capable de changer d'avis en 5 minutes. Peut-être était-ce un ballon d'essai avancé par M. Bessent, qui sera, s'il est confirmé par le Sénat, le secrétaire au Trésor, pour montrer qu'il ne fallait pas prendre nécessairement au pied de la lettre toutes ces menaces de relèvement massif de droits de douane. Et le fait que le marché des actions ait réagi favorablement est certainement un argument qui pourra être utilisé par des gens comme Scott Bessent pour dire à Donald Trump « allons-y doucement sur les relèvements de tarifs ». Mais je pensais que vous faisiez allusion à l'autre événement de la journée, qui est la démission de Justin Trudeau. Oui, ben, on l'a appris effectivement il y a moins d'1 heure maintenant. Oui. Un de plus qui est tué par le problème de l'immigration et le problème de l'inflation. La liste s'allonge tous les jours en Allemagne, peut-être au Royaume-Uni. En France, ça ne tient qu'à un fil. L'inflation est quelque chose qui fait très très mal et que les sociodémocrates ont probablement sous-estimé. J'emploie le terme sociodémocrate pour, non pas en tant que parti, mais en tant qu'orientation politique générale. Jimmy Carter a été largement tué par l'inflation, Joe Biden aussi. Et pour les gens qui s'intéressent à la bourse et qui nous écoutent, n'oublions pas que l'inflation est le grand mal que nous devons tous combattre. Vous vous souvenez que dans les années 60, le Dow Jones n'a pratiquement rien fait. De 66 à 1982, il est autour de 800-900. Et si l'on tient compte de l'inflation, il a perdu près des 3/4 de sa valeur, en fait, au cours de cette période. Lorsque l'inflation donne des signes sérieux d'affaiblissement, à partir du début des années 80, d'ailleurs 82,
le marché s'envole. C'est vrai pour la bourse et c'est vrai pour les gouvernants en place qui, s'ils ne sont pas capables de maîtriser l'inflation, ils perdent rapidement leur job. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Duguay avec nous chaque semaine pour ce quart d'heure américain à retrouver sur Bismart TV via vos box ou en replay bien sûr sur bismart.fr.